de m'inviter aujourd'hui. Ma voix va un peu fort et je l'entends, mais je laisse la régie, s'il y en a une, régler l'affaire. Ça va comme ça ou je parle sans micro? Oui, à la fin de mon intervention, Éléonore prendra la parole pour présenter le cours dans son ensemble. Voilà. Alors, je n'ai pas l'habitude de parler devant des gens que je ne connais pas un petit peu, et je ne vous connais pas un petit peu, sauf qu'il y en a un petit peu que je connais, donc ça me rassure un petit peu. Qu'est-ce que je vais faire avec vous aujourd'hui? Je suis en train de voir si ça marche. Oui, ça marche. Je vais atterrir sur ce dessin-ci. Je vais essayer de vous montrer que lorsque un champ de connaissances qui s'appelle la philosophie morale porte son regard sur la RSE ou le développement durable, les gens qui font ça, ils arrivent à la conclusion que ces animaux sont des mesures correctrices et que ces mesures correctrices, en fait, appellent à nouveau la mobilisation de ce champ de connaissances qui s'appelle la philosophie morale pour engager un dialogue avec quelque chose qu'on appelle la gouvernance. J'avancerai, c'est les dessins de la fin que je vous montre, ce sont les dessins de la fin, j'avancerai en vous montrant que ces mesures correctrices appellent, dans une des sous-catégories de la philosophie morale, un machin qu'on appelle l'éthique de la délibération. En tout cas, j'essaierai de vous convaincre, et puis si je ne vous convainc pas, c'est pas grave, parce que c'est Éléonore qui se retrouvera avec vous après pour les discussions. Moi, je serai pas là, et ça m'arrange. Donc, éthique de la délibération, et je vais essayer de vous convaincre que ça demande une extension du domaine qu'on appelle la gouvernance, et que ça demande une série d'outils pratico-pratiques qui viennent de la philosophie et de l'économie sociologique. Je suis un prof d'économie, moi. Et donc, que ça appelle des outils qui viennent de la philosophie et des outils que j'appelle compétences en herméneutique, des éthiques profanes. Tout ce que je fais, c'est que j'espère qu'en voyant ce dessin, vous vous dites, mon Dieu, mais c'est incompréhensible. Le but, c'est de vous permettre d'évaluer la situation. À la fin, je remontrerai les mêmes dessins. Et si j'ai réussi mon coup, vous les comprendrez. Et si vous les comprenez déjà, j'ai raté tout à fait mon coup. Je vais vous faire perdre 2 heures, mais c'est la vie. Ok, donc 2 heures. Je vais passer beaucoup de temps d'abord sur un papier d'un collègue philosophe britannique, plus âgé que moi, qui s'appelle Chalmers, et qui a fait un papier qui s'appelle Verbal Dispute. Donc on va passer 15 à 25 minutes là-dessus. Je vais mobiliser certains d'entre vous. Ensuite, il y aura une série de petits segments où je passerai d'une définition rapide de la philosophie morale, d'une définition rapide de l'éthique, d'une discussion rapide de ce que sont pour moi, et je reviendrai là-dessus à la fin de Verbal Dispute, ce que veut dire pour moi, ce que sont pour moi la justice et l'équité en lien avec le développement durable et la responsabilité sociale ou sociétale des entreprises, les deux n'étant pas synonymes, mais je les utiliserai de façon indiscriminée aujourd'hui. À cet atterrissage-là, il y aura la pause. Si je réussis à tenir ça en 55 minutes ou une cinquantaine de minutes, est-ce que j'ai toujours 2 heures, Jeanne? Oui. Et puis, après la pause, on redémarrera de cet atterrissage développement durable et RSE pour partager une définition de la gouvernance et voir comment, en fait, l'éthique profane, l'éthique du quotidien, cette façon dont nous avons maladroitement d'essayer de faire les choses bien, et on rate souvent, enfin, moi je rate souvent en tout cas, eh bien, comment l'éthique profane peut être cartographiée en utilisant les concepts de l'éthique professionnelle. C'est toujours un peu compliqué, peut-être pour l'instant, je ne vous connais pas, je ne sais pas, peut-être que vous êtes tous plus connaissants que moi, j'en sais rien, mais c'est pas grave. Si jamais c'est trop lent, ça vous ennuie, vous levez la main, je vous donne la parole. Vous me dites, oh là là, c'est trop lent, j'accélère. Vous me dites, oh là là, j'y comprends rien, je fais marche arrière. Vous me dites, oh là là, ça suffit, je me tourne vers mes collègues qui organisent la session. Donc, vous n'hésitez pas à lever le bras si c'est nécessaire. Une cartographie, et grâce à cette cartographie de l'éthique profane, que je vais essayer, cette espèce de méthode cartographique de l'éthique profane que je vais essayer de partager avec vous, eh bien, on va revenir au développement durable et à l'RSE au titre de la causerie, en termes de philosophie morale et de gouvernance. Et si j'ai été assez vite, nous aurons des échanges à ce sujet. Est-ce que ça va? Les gens commencent à rire la 4e fois que je demande est-ce que ça va. Donc vous allez voir si ça marche ou pas. Les disputes sur le sens des mots. Donc le premier morceau que je veux partager avec vous, c'est cette idée de dispute sur le sens des mots. C'est donc pas de la philosophie morale, c'est de la philosophie du langage. Et je commence avec une citation de David Chalmers qui est « S'il y a une distinction entre les faits
les questions de fait et les questions de langage. Y a-t-il une distinction entre les questions de fait et les questions de langage? Et David Chalmers nous dit, la majorité des philosophes vous diront que non. En fait, notre langage interagit avec les faits et on les domestique par le langage. On n'a pas vraiment d'autres moyens d'échanger sur la nature d'un fait que via le langage. Il y a quelques autres moyens, mais on peut étendre l'idée de langage à autre chose que les énoncés faits par la bouche à l'aide de sons. On peut le faire avec de l'écrit, on peut aussi le faire avec son corps. Donc si on prend une définition large du langage, fait et langage sont en fait confondus. Mais, poursuit-il, il y a quand même un domaine assez omniprésent où fait et langage ne sont pas du tout la même chose. Et ces situations, il va les appeler les disputes verbales, verbal disputes, les disputes sur le sens des mots. Et donc, l'idée, c'est de commencer à réfléchir, est-ce que les disputes sur les sens des mots sont nécessaires, utiles? Qu'est-ce que ça veut dire exactement, une dispute sur le sens des mots? Et là, il y a le premier dispositif destiné à vous inclure dans cette magnifique dynamique pédagogique. J'ai besoin deux volontaires, un qui accepte de jouer le rôle d'un naturaliste et l'autre qui accepte de jouer le rôle d'un écureuil. Et moi, je ferai l'arbre. C'est sérieux, je ne bougerai pas tant que je n'aurai pas des volontaires. Vous savez, comme quand il y a les tours de magie dans les casinos. Vous n'avez sans doute jamais dans des casinos voir des tours de magie. Je fais marche arrière comme il y a des tours de magie dans des endroits, un ou deux volontaires. Je vous en prie, rejoignez-moi sur la scène. Je ne vais pas faire tout le show du magicien, je vais juste faire l'exercice de l'écureuil, du naturaliste et de l'arbre. C'est un exercice utile, je vous promets, et le dispositif pédagogique lui-même est destiné à créer un enracinement des concepts que je vais partager avec vous. Merci beaucoup, Jeanne, de te dévouer, mais tu es déjà dans l'eau chaude et tu ne le sais pas pour l'autre chose. Alors, vous vous appelez? Caroline va être écureuil, si vous êtes d'accord. Jeanne sera naturaliste et je serai arbre. Jeanne, tu viens ici, s'il te plaît. Caroline, vous venez là, s'il vous plaît. Et vous avez tous déjà été confrontés à des écureuils que vous vouliez observer et qui tournaient autour de l'arbre alors que vous tourniez autour en essayant de voir l'écureuil, mais l'écureuil ne vous laissait pas le voir parce qu'il tournait à la même vitesse que vous. Vous avez déjà vu ça. Donc vous avez compris ce que vous avez à faire. Vous faites l'écureuil, je suis l'arbre. Vous vous regardez droit dans les yeux à travers moi et vous tournez. Et il faut faire au moins un tour complet. Vous ne vous voyez pas, vous me voyez moi. Vous cherchez à vous voir. Jeanne est naturaliste, Caroline est écureuil. Je pense qu'on a un tour complet. Est-ce qu'on a déjà... Il faut un tour complet. Continuez. Oui. Voilà, merci. Ils sont embêtants, les naturalistes, pour les écureuils, etc. Voilà, vous êtes libérés. Je vous remercie beaucoup. Le dispositif pédagogique est très court, mais très utile. Vous en conviendrez avec moi. Je vais vous poser une question. Je vais vous demander de, par la pensée, reproduire ce phénomène unique d'arbre, d'écureuil et de naturaliste que vous venez d'observer. Je vais vous poser une question et vous allez lever la main si vous êtes d'accord. Le naturaliste a tourné, la naturaliste, excuse-moi Jeanne, la naturaliste a tourné autour de l'écureuil. Êtes-vous d'accord? Si oui, levez la main. J'ai 1, 2 mains, 3 mains levées, des gens qui réfléchissent encore. Très bien, très bien. Je vais poser une autre question. La naturaliste n'a pas tourné autour de l'écureuil. Êtes-vous d'accord? Waouh! À la maison, chez moi, je vis avec quelqu'un qui appartient à cette majorité-là. Et ça fait des discussions sans queue ni tête. Pourquoi? Parce que vous voyez qu'il y a d'autres gens. Peut-être quelqu'un peut m'expliquer pourquoi il considère que la personne a tourné autour de l'écureuil, que la naturaliste a tourné autour de l'écureuil. Mais vous n'êtes pas obligé non plus, parce que je suis en mode accéléré. La naturaliste a tourné autour de l'écureuil parce qu'elle est passée successivement au nord, à l'est, au sud et à l'ouest de l'écureuil. En tournant autour de moi comme ça, la naturaliste a tourné autour de l'écureuil. Si, et seulement si, tourner autour a pour sens passer successivement du nord, est, ouest, à sud, ouest. Ce qui marcherait par exemple pour faire le tour d'une montagne. Vous seriez tous d'accord qu'on a fait le tour de la montagne. Ça marcherait pour faire le tour d'un continent. Ça marche pour beaucoup de choses, même pour faire le tour du monde si on le fait au bon endroit. Et donc, dans ce cas-là, la naturaliste a tourné autour de l'écureuil. Mais les autres personnes ne sont absolument pas d'accord, ils sont majoritaires ici, parce que pour eux, dans mon imaginaire, l'écureuil, non, la naturaliste
n'est pas passée successivement devant, à gauche, à droite, derrière et à gauche de l'écureuil. Et face à cette définition-là, elle n'a clairement pas fait le tour de l'écureuil. C'est très simple, comme c'est le dispositif de Chalmers, l'expérience de pensée que Chalmers utilise, qu'il emprunte lui-même à James, qui est quelqu'un qui travaillait sur une intersection au début du siècle passé entre la psychologie et la pragmatique. Et dans cette expérience, c'est assez bête, vous entendez bien, il fallait définir tourner autour avant de vous poser la question. Je vous ai posé une question où nécessairement il existait un tas de réponses, je le sais. D'ailleurs, un de vous peut être aussi utilisant un langage non communément admis, et tourner autour, ça veut dire faire ce geste-là. À ce moment-là, la question ne se pose même pas. Je vais poursuivre dans cette expérience de pensée dans quelque chose qui va nous intéresser après. Imaginons maintenant que, plutôt que de regarder les faits et cette discussion sur l'adéquation entre les faits, votre définition du mot tourner autour et votre définition du mot tourner autour, on s'intéressait aux intentions. Que je me mette à projeter dans le cerveau de Jeanne, ma naturaliste, des intentions. Par exemple, son intention est d'observer l'écureuil. De voir comment un écureuil se déplace sur un tronc, comment il bouge, comment il grimpe, comment il fait des trucs. Jeanne a raté son coup. Elle pourrait dire « je vais tourner autour de l'écureuil pour observer l'écureuil ». Et là, si son intention était telle, elle a raté son coup. Mais si Jeanne est une naturaliste écologue, et qu'elle dit « je vais tourner autour de l'écureuil pour observer son milieu de vie », là, elle a réussi son coup. Elle n'a pas eu besoin de voir l'écureuil. Et donc, derrière cette définition un peu sotte, il y a quand même quelque chose qui doit résonner sur les intentions. Tourner autour, on peut le définir platement comme gna 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 ou gna 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 gna, mais on peut aussi se dire que tourner autour joue un rôle pour la personne qui tourne autour. Ça vous va? C'est assez simple en fait, mais moi, comme je suis parfois assez limité, je trouve ça émerveillant. Donc voilà, on pourrait avoir eu une dispute, tourne autour, pas tourne autour. À la maison, je me dispute là-dessus, vous imaginez comme c'est intéressant. Je ne vais pas avoir besoin des deux autres volontaires pour jouer le rôle de Linné et d'Ismaël. Ismaël, le narrateur dans Moby Dick. Et Linné, le systématicien étroit d'esprit qui a inventé la classification dichotomique. Et on aurait préféré que ce ne soit pas le cas pour toutes sortes de raisons, mais c'est une autre histoire. Et donc voici Ismaël va nous parler de Moby Dick. Et j'ai pris un extrait un peu à pouf, vous savez, mais j'ai pris les mots de la traduction ancienne que j'ai utilisée. Cette absence ignorante et inconsciente de toute crainte le rendait badin en matière de baleine. Il parle d'Achab, il poursuivait ses poissons pour l'amusement, j'ai souligné poissons. Je pense que nous savons tous dans cette salle que les baleines ne sont pas des poissons. Et d'ailleurs, plus loin dans le livre, Ismaël fait une espèce d'incise où il pense à la systématique des cétacés et cite Linné. Désormais, je ne mentionnerai, donc c'est Linné qui parle, désormais je ne mentionnerai plus les cétacés parmi les poissons à cause de leur sang chaud, de leur cœur bilobère et de leurs poumons, de leurs paupières mobiles et de leurs oreilles sans pavillon externe, penem intratem feminam mammis lactantem. De façon intéressante, il passe au latin dès qu'il parle des caractères sexuels dimorphiques, ça doit le mettre mal à l'aise, donc il passe au latin. Donc, on a cette tension-là dans le même livre. Et on a de nouveau donc une tension non plus sur le sens des mots, mais sur la nature de l'objet. Ismaël a-t-il tort d'appeler les baleines, qu'Achab chasse, des poissons? Il y aura 3 réponses possibles, je vous promets. Alors, qui pense qu'il a tort d'appeler ces objets des poissons? Oui, je pense que c'est honnête. Qui pense qu'il a raison d'appeler ces objets des poissons? J'ai dit ça? Oui, qu'il a raison. Oui, qu'il a raison d'appeler ces objets des poissons. Oui, je suis assez d'accord avec Éléonore, mais on verra pourquoi. Qui pense que la réponse à la question dépend peut-être des intentions d'Ismaël? Voilà, donc le mot, associer le mot à l'objet, oui, parce que, en fait, ce n'est pas les intentions d'Ismaël, c'est les intentions et j'ai des vrais problèmes de mémoire avec l'âge, du coup j'ai oublié l'auteur. Melville, j'avais oublié un instant l'auteur de Moby Dick. Eh bien, c'est les intentions de Melville, et Melville, il va nous accrocher d'abord à l'idée que les baleines sont des poissons, parce qu'il veut créer de la distance, une certaine distance poétique. Ça permet
d'interpeller l'océan dans son ensemble. Il y a plus de poissons dans l'océan que de baleines, par exemple. Ça permet aussi de faire référence aux textes bibliques qui, traduits à son époque, font référence au fameux cachalot de Jonas comme un poisson et non comme une baleine, parce que ce sont des textes à l'époque où ce genre de classification ne nous intéressait pas beaucoup. Et donc ça a un sens pour Melville, et ça aussi a un sens à un moment, plus tard dans le livre. En tout cas, on imagine que ça a un sens. Vous savez que les gens qui lisent des livres, ils se prennent la tête, ils inventent des trucs. Et ben moi, si je me prends la tête et que j'invente des trucs, je lis ça, et à la fin, ça a un sens, parce que tout d'un coup, Moby Dick devient presque humain. En fait, il y a quelque chose de plus qui se passe que la chasse aux poissons. Il y a la chasse à un comme nous. Et il y a beaucoup plus que ça dans Moby Dick, mais bon, peu importe. Donc, les mots, les intentions. Dans un cas, j'ai essayé de vous dire, il y a des intentions qui font que, selon que l'on veuille observer l'écureuil ou son milieu de vie, eh bien, tourner autour prendra des sens et des utilités différentes. Dans l'autre cas, pour des raisons de poétique, on peut appeler une baleine un poisson, mais pour des raisons de systématique en classification à la Linné, on ne peut pas. Je pense que c'est clair. Mais ça peut se compliquer vachement, évidemment. Je vous ai donné 2 exemples simples. Par exemple, développement durable. Alors là, je ne suis pas capable de vous mimer développement durable, ni d'avoir des invocations bibliques pour le développement durable. Rien de tout ça ne m'est accessible. Je peux juste vous clasher. Je suis d'origine belge, on dit clasher en Belgique. Je peux vous clasher des exemples de définitions. Par exemple, le développement durable est un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Ça, c'est une citation invoquée sur le site web de l'INSEE, une citation qui serait celle de l'ancienne première ministre ou ministre de la Santé, maintenant je ne sais plus, ministre de la Santé norvégienne. Une figure de la social-démocratie très très importante en fait en Europe, mais qui date un peu maintenant. Autre définition, un développement qui répond aux besoins du présent sans compromettre les capacités des générations futures à répondre aux leurs. Et là, donc c'est la même définition, mais ça continue dans le texte d'origine, ça continue et c'est pas innocent. 2 concepts sont inhérents à cette notion. Le concept de besoin, et plus particulièrement de besoin essentiel des plus démunis, à qui il convient d'accorder la plus grande priorité. Et l'idée de limitation que l'état de nos techniques et de notre organisation sociale impose sur la capacité de l'environnement à répondre aux besoins actuels et à venir. Si vous regardez les 2 définitions, l'incomplète, que l'on connaît presque tous aujourd'hui, c'est celle qui est notre quotidien, et la complète, on parle de choses différentes. Dans l'une, on parle d'une priorité sur l'intergénérationnel. Dans la seconde, qui est complète, on parle d'une priorité sur l'intragénérationnel. La première parle beaucoup des capacités des générations futures, la seconde aussi, tout en disant qu'on a une priorité à accorder aux pauvres d'aujourd'hui. Je ne vous dis pas que c'est vrai ou que ce n'est pas vrai. Je pense que j'essaie de vous mettre en chemin sur le fait que pour moi, les définitions, ce n'est pas vous dire ce qu'est un objet, c'est développer temporairement une compréhension commune de ce que l'on veut arriver à faire avec des mots. Comme mon naturaliste, comme Melville, comme van der Linden, avec le développement durable. 3e définition, une réglementation et une stratégie. Donc le développement durable est une réglementation et une stratégie dont le but est d'assurer la continuité à travers le temps d'un développement social et économique dans le respect de l'environnement et sans compromettre les ressources naturelles qui sont essentielles à l'activité humaine. Alors, on est capable, par une herméneutique, une interprétation simplifiée des textes, de faire un lien entre cette dernière définition et les 2 premières, mais je pense que vous voyez la dérive un peu bruxelloise de l'affaire, quoi. On va faire des réglementations et des stratégies. Et puis, on va assurer la continuité. Si c'est ça, je veux dire, moi, je suis un employé de la fonction publique, il y a bien une chose qui compte pour moi, c'est d'assurer ma continuité. Etc., etc. Et donc, voilà 3 définitions qui nous racontent des histoires vraiment différentes. Et c'est peut-être le premier petit drapeau pour ce cours que je vais agiter. C'est une introduction, c'est assez simple, c'est attention. En fait, si on engage une dispute sur le sens des mots dans le contexte du mot de développement durable, par exemple, ça vaut la peine. Il faut qu'on sache qui, où est la priorité. Il faut qu'on sache si notre définition parle d'un but ou d'un processus. La 3e définition parle d'un processus. On doit clarifier nos intentions par rapport à cette définition. Et ce qui m'intéresse, c'est la dérive d'un continent dans la pauvreté ou m'assurer que mes arrière-petits-enfants aient un environnement fonctionnel. Ce n'est pas exactement la même chose. 2 définitions du dessus me proposent 2 chemins différents. En sachant que la première, c'est la même personne qui énonce l'objet. C'est simplement que l'objet a été découpé
chemin faisant. Voilà, le sens des mots. Alors pourquoi est-ce que je vous donne toutes ces évidences? J'ai déjà commencé à le dire, j'oublie toujours que j'ai des diapositives qui viennent après. Pourquoi est-ce que j'ai fait ça? Eh bien d'abord parce que j'aimerais qu'avant de démarrer le cœur du cours, on puisse accepter que ce qu'on va appeler le pluralisme sémantique existe. En tout cas, tant que je serai dans cet amphi, je ne vous dirai pas ceci est cela ou ceci se nomme cela. Ce que je dirais, c'est quelque chose dans le genre, de façon à pouvoir échanger avec vous, j'aimerais que pendant un temps, cette signification-là soit celle que nous reconnaissions pour échanger. Et vous pourriez demander d'autres définitions, et à ce moment-là, nous pourrions échanger sur nos intentions, sur le vrai but de s'engager dans cette affaire de responsabilité sociale des entreprises ou de développement durable. Ce que j'aimerais aussi, c'est que vous embrassiez, mais c'est déjà plus compliqué ça, reconnaître l'existence d'un objet et l'embrasser, c'est un peu différent, le pluralisme sémantique pour reconnaître qu'un concept peut être utilisé différemment, peut être utilisé stratégiquement et ce n'est pas nécessairement négatif. Selon la personne à qui vous parlez, selon votre public, selon votre esprit du moment, selon vos intentions, selon le contexte d'énonciation, eh bien, il va falloir que vous vous disiez cela peut avoir tel sens et cela peut être incompris comme ça et on peut me prêter telle stratégie et donc vous avancez comme vous pouvez en vous disant chouette, la langue n'est plus un carcan, la langue est un infini catalogue de possibilités, voilà. Et stratégique n'est pas toxique. Et puis finalement, j'ai mis entre parenthèses entendre ce que contient potentiellement le concept de définition. Oui, parce que vous pourriez être dans une réunion, dans un endroit où quelqu'un vous dit « ceci est cela » et c'est non négociable. Eh bien, à ce moment-là, il faut se poser des questions, se demander quel est, pourquoi est-ce non négociable et que contient la définition. Ça nous aide à avancer. Je ne suis pas en train de dire qu'il faut contester tout et toutes les définitions. Moi, je vais vous assommer de définitions aujourd'hui. Vous allez... Voilà. Et comme c'est moi qui suis ici et vous qui êtes là, vous ne pouvez même pas contester mes définitions. Donc, c'est juste le contraire de ce que je dis. Voilà. Mais bon, en attendant, gardez ça en tête parce que c'est super important. En fait, il y a quelque chose derrière les définitions qui nous enrichit. J'ai fini la première partie. Je vais regarder les minutes. Et en même temps, vous pouvez lire ce que j'aimerais que vous reteniez de ces premières parties. Chouette, je suis dans les temps. Ah non. Non, je ne suis pas vraiment dans les temps. Ben, on va avancer quand même. Est-ce que ça va? Est-ce que vous levez votre main parce que vous vous étirez ou parce que vous avez une question? Ah, génial, merci. Ok, ben on avance. Donc, premier morceau, dispute sur le centre des mots, c'est vachement bien. Deuxième morceau, puisque j'ai annoncé un titre où j'utilise philosophie et morale l'un à côté de l'autre, je vais vous montrer qu'il y a des définitions pour la philosophie morale. Le domaine de la connaissance qui s'occupe des théories qui sont utilisées pour arriver à une décision qui porte sur ce que l'on doit faire et pourquoi. Première définition. Deuxième définition, la philosophie morale est l'étude de et la réflexion critique sur A, notre capacité à ordonner les états du monde, et B, à agir en fonction de cette capacité axiologique. Axiologie, ordonnancement des états du monde. Capacité axiologique, capacité à ordonner dans notre cerveau les états du monde de façon désirée, plus ou moins désirée. La philosophie morale est une branche de la philosophie qui a pour objet d'identifier la finalité et les buts des actions humaines. Elle a également pour but de rechercher et de trouver la meilleure morale, celle qui est la plus légitime. Donc, trois sens, cet amphi, l'envie de partager avec vous des choses assez précises, je dois choisir. Et je choisis celle-là. Et je choisis celle-là non pas parce que je désapprouve les deux autres ou parce qu'elles sont sottes, elles sont complètement aussi correctes que celles que je choisis. Mais je choisis celle-là parce qu'il y a le mot décision. Et que comme on va parler de gouvernance, la prise de décision c'est très importante. Et donc je choisis stratégiquement une définition qui va nous mettre sur le chemin de la prise de décision. Donc si quelqu'un vous dit la philosophie morale c'est pas du tout ça, il est fou le bonhomme. Moi je suis d'accord, je m'en fiche, il peut choisir la deuxième, la troisième ou la 27e. Ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse c'est que dans l'entendement commun on puisse retrouver nos petits avec cette définition, et ça c'est le cas.
D'ailleurs, c'est quelqu'un d'autre qui l'a donné, c'est même pas moi qui l'ai inventé. Et puis, à partir de ça, nous pouvons avancer avec un lien entre ces théories qui nous permettent de prendre une décision sur ce que l'on doit faire et pourquoi. Parce qu'en fait, la RSE, c'est ça, le développement durable, c'est ça, la lutte contre les effets du changement climatique et la lutte contre le changement climatique, c'est ça, c'est prendre des décisions, et comprendre pourquoi c'est cette décision-là que l'on doit prendre et pas une autre. Et donc, ça m'arrange d'utiliser cette définition-là de la philosophie morale. Dès que j'invoque la philosophie morale, je me retrouve avec un premier problème, c'est qu'on parle d'ordonnancement des états du monde. Et donc là, j'ai pris un petit extrait d'un collègue québécois qui a pris une série de strips de Mafalda pour illustrer un cours d'éthique, et il a fait ça tellement bien que je le lui emprunte. Et par exemple, on a besoin d'accepter qu'il y a une diversité d'états du monde. En même temps qu'on a une diversité de définition, on a besoin d'une diversité d'états du monde. Bon, il y aurait deux bandes, une des bonnes bandes et une mauvaise bande, dit Felipe à ses camarades, et ils veulent tous être chez les bons. Et Felipe dit, ah non, bon, si on est tous bons, on n'arrivera à rien. Et évidemment, c'est comique, mais en même temps, si tout est bien, on n'a pas besoin de classer les trucs, quoi. Et en fait, on sait très bien qu'au niveau de l'entendement, on a toujours envie de classer, ça se raffine de plus en plus. Donc déjà, on sait qu'on a besoin d'une diversité d'états du monde, on a besoin de contrastes, on a besoin de s'appuyer sur des objets pour progresser. Et pour ordonnancer les états du monde, pour distinguer le bien et le moins bien, on va utiliser un concept qui est le concept de valeur. En fait, le concept de valeur, c'est un concept où on se dit on est capable de mettre les choses en ordre de préférence. Et on devient capable de faire ça grâce à la valeur qu'a l'objet pour nous. Alors c'est très facile pour un prof d'économie d'expliquer que les objets, leur désirabilité est ordonnée en fonction du prix, la valeur marchande. Mais ici, on ne va pas parler de ces valeurs-là, on va parler d'autres valeurs, comme dans la bande dessinée. C'est quoi cette coupure de journal Manolite? Les cotations du marché des valeurs morales, spirituelles, artistiques, humaines. Mais non, des valeurs utiles. Et donc, mais vous l'aviez déjà lu, et donc, voilà, en fait, il y a plusieurs critères de classification. Nous, on va beaucoup s'intéresser ici à des questions de valeur morale, mais en fait, ces distinctions, elles sont assez artificielles. Je pourrais aussi affirmer, j'avais des amis qui faisaient ça quand j'étais plus performant en économie qu'aujourd'hui, qui disaient l'argent, c'est une valeur fondamentale, c'est une vraie valeur, c'est autant une valeur qu'une valeur morale. En fait, c'est le reflet de la désirabilité d'un objet à l'échelle de l'humanité. On va faire qui est-ce qu'on est pour dire que c'est pas vrai? On est des méchants si ça marche. Donc, ou quelqu'un qui gagne un plus grand salaire, c'est qu'il est plus compétent, plus rare. Enfin, et donc, il donnait à l'argent une dimension de valeur morale. Et je ne suis pas en position de contester ça. Je peux désapprouver à titre personnel. Mais donc, il y aura beaucoup de valeurs. Et nous, on va s'intéresser à des classifications un peu molles, glauques, qu'on va appeler valeur morale. C'est bien, c'est moins bien, on a plus envie, on a moins envie. Mais des gens peuvent venir avec ça, avec des valeurs utiles, parce qu'en fait, c'est un peu compliqué. Elle était courte, cette deuxième partie, plus courte que la première. Qu'est-ce que je voulais que vous gardiez? Il y a un paquet de gens vachement malins qui réfléchissent depuis bien longtemps à la question de la morale et de son déploiement. Donc, développement durable, RSE, sens des mots qui se déploient en contexte. Malheureusement, comme j'ai tendance à travailler à l'envers, vous vous demandez peut-être où je vais, mais c'est pas grave. Il y a un paquet de gens vachement malins qui réfléchissent depuis longtemps à la question de la morale et de son déploiement. Et c'est même une des branches importantes de la philosophie. Donc ça, j'aimerais que vous gardiez dans votre esprit. Et cette pensée est indissociable de l'existence d'états du monde différents. Et cette diversité rend les classements possibles. Et les critères de classement des états du monde, les valeurs, peuvent relever de dimensions diverses. Alors, pourquoi est-ce que je ne suis pas explicite sur à quoi ça sert? Parce que je pense que vous savez que si je parle aujourd'hui de développement durable et de RSE, c'est parce que je pense que cela contribue à un idéal vers lequel nous devons tendre, de même que lutter contre les changements climatiques. Donc je suis en train de déjà, par non-dit, envisager un monde ordonné avec des préférences et des non-préférences qu'on pourra contester après si on a le temps. Donc vous gardez ça soigneusement de cette deuxième partie et on passe à la troisième partie. Et j'ai perdu mon chronomètre du coup. Et la troisième partie, ça va être comme ça va devenir très monotone cette affaire. C'est, je vais vous donner des définitions d'éthique
Et puis je vais en choisir une et vous expliquer pourquoi. Et je suis plutôt un gars cohérent, donc je pense qu'après vous devinerez. Donc, éthique, cadre qui nous permet de traduire nos valeurs morales essentiellement, dans nos actions, et qui nous permet d'aligner ce que l'on trouve souhaitable avec ce que l'on fait individuellement ou collectivement. Les valeurs, l'éthique, ce serait un espèce d'outil qui nous permet de faire glisser de l'abstraction du classement des valeurs, que le classement que les valeurs nous permettent, vers des gestes que l'on pose. Ce serait ça, l'éthique, dans cette définition-là. L'étude systématique de la réflexion critique et la réflexion critique sur la morale. Alors ça c'est assez technique, hein. Vous pensez à la morale, parce que ça vous invoque, et vous passez un temps fou. Je ne devrais pas marcher là-dessus peut-être. Peut-être qu'il y a du jaune parce que c'est radioactif. Donc, ou pointu. En tout cas, je vais continuer. L'étude systématique et la réflexion critique sur la morale. HC court, efficace. Tiré du mot grec, ethos signifie matière de vivre. L'éthique est une branche de la philosophie qui s'intéresse au comportement humain et plus précisément à la conduite des individus en société. C'est presque de la psychologie sociale, cette définition-là. Partie de la philosophie qui envisage les fondements de la morale, donc d'où viennent la morale, l'ensemble des principes moraux qui sont à la base de la conduite de quelqu'un. Alors, 1, 2, 3, 4, je choisis laquelle à votre avis? La 1, j'ai vu? Ça m'arrange, c'est la 1. Effectivement, pourquoi? Parce que je suis intéressé par l'action, par les gestes que l'on pose. RSE, développement durable, c'est une question d'aligner ce que nous souhaitons être notre ordonnancement des états du monde, un monde plus juste, un monde plus durable, avec les actes que l'on posera individuellement et collectivement au sein d'une entreprise. Donc c'est le cadre, l'éthique, le temps de notre conversation. Et j'ai des débats très chauds avec des amis philosophes sur le fait que c'est pas vraiment ça l'éthique, et puis que c'est une dérive française de toujours penser à l'action, etc. Mais bon, la France, elle est dynamique, quoi. Et donc, voilà, c'est en tout cas une définition qui est vachement pratique pour ce qu'on veut faire. Alors comment est-ce qu'on joue avec cette définition-là? J'ai simplement utilisé l'engin de recherche qui s'appelle Google, et puis j'ai rentré éthique, et puis j'ai pris les nouvelles. Et donc j'ai choisi les nouvelles qui contenaient éthique dans Google. Et donc la première, c'est la question de la fin de vie, qui est une question chaude pour l'instant, où l'Ordre des médecins demande une clause de conscience à travers les consultations de la commission d'éthique en matière de fin de vie. Et donc la clause de conscience, c'est typiquement une clause destinée à nous permettre d'aligner nos valeurs et nos actes. Si nos valeurs contiennent, notre éthique et notre valeur contient l'idée qu'on ne peut absolument pas tuer quelqu'un ni contribuer à son départ vers l'au-delà, eh bien, on doit pouvoir dire à un patient qui demande la fin de vie, lui dire non, écoute, moi je ne peux pas. Comme les objecteurs de conscience du temps du service militaire. Si l'envisager d'ôter une vie humaine vous est absolument insupportable, eh bien, il faut pouvoir vous retirer. Cette autorisation de vous retirer vous permet de conserver l'alignement entre quelque chose qui relève de votre morale, tu ne tueras point, et quelque chose qui relève du collectif. Il faut parfois, malheureusement, certains gens pensent, mettre la fin à la vie de quelqu'un. J'ai dit malheureusement parce que je pense à la guerre plus qu'à la fin de vie. Donc première chose, ça marche. Deuxième chose, objet éthique, les bottes Patou. Alors Patou, eau de Patou, parfum à la mode dans ma jeunesse, je ne sais pas si c'est encore le cas. Eau de Patou, donc Patou c'est un couturier. Couturier a fait un deal avec le bottier normand, je pense qu'il est normand, qui s'appelle Le Chameau, qui a des très belles bottes de bateau et tout ça très cher. Et ils ont fait une botte en caoutchouc 100% naturel. Et c'est une botte c'est une botte éthique. Elle est de couleur mauve. Il y a écrit Patou dessus. Elle est 100% caoutchouc naturel et elle coûte très cher. C'est pas grave. On pourrait ricaner, mais c'est pas grave parce qu'en fait, ça nous donne une information sur deux choses importantes. Un, que dans les actes que l'on pose, ces actes qui nous demandent d'aligner notre morale, à laquelle on voudrait, ces actes dont on voudrait qu'ils soient alignés avec notre morale, il y a l'acte d'acheter. Et somme toute, peut-être qu'acheter des bottes en caoutchouc 100% naturel, on discutera à l'infini sur le prix des bottes, etc., et sur leur design, mais ce n'est pas important. Eh bien, c'est en fait, il nous donne l'option, si on est très fortuné, de poser un acte un peu plus aligné avec nos valeurs, si on s'en fait pour le caoutchouc naturel ou le plastique ou Dieu sait quoi, je ne sais pas. En tout cas, ça marche. Et puis, on a une émission là sur France 24 où les gens qui pratiquent l'espionnage industriel vont développer une branche d'espionnage industriel éthique. Et alors, évidemment, je vous vois plisser les yeux, mais
on peut penser à des valeurs morales qui sous-tendent leur action quand même si on désapprouve l'espionnage parce que ça semble un peu glauque, ou qu'on l'approuve énormément si on est James Bond. Eh bien, il y a quand même des règles à suivre. Il y a des règles, en fait, même en temps de guerre, il y a des règles à suivre. Donc on peut imaginer que ces gens sont en besoin d'alignement de leurs valeurs, qui ne peuvent pas juste prendre tout, et c'est normal, c'est assez humain. Et finalement, j'avais quoi? Oui, j'en ai deux autres. Rhodes, 2 Aveyronaises à l'assaut du marché éthique. Donc là, typiquement, c'est la mise en commerce d'objets labellisés. Et c'est effectivement, ça nous permet, à nouveau par l'acte d'achat, d'aligner nos valeurs morales et nos actes. Et puis, il y avait un essai qui s'appelle La revanche de la province, une aventure éthique. Et donc, allez. Et donc, typiquement, on peut se demander où sont mobilisées les valeurs des gens qui quittent la capitale pour s'installer à la campagne. Comment on définit cet alignement nouveau qu'ils ont la possibilité de faire? Je pense que vous avez compris le principe. Et je pense que je suis peut-être trop lent. Je pense que vous êtes trop poli. Un classique, le tramway fou. Qui connaît déjà l'histoire du tramway fou? Qui connaît l'histoire du tramway fou parce qu'il a regardé A Good Place? Même pas? Ah oui, quand même. Ouais, parce que s'il y a des choses qui font plaisir dans la vie, c'est quand les sujets de nos enseignements se retrouvent dans des séries, quoi. Donc, l'histoire du tramway, pour ceux qui ne la connaissent pas, je la donne en vitesse, voilà. C'est une expérience de pensée. C'est une expérience de pensée assez faible mais amusante. Donc la personne avec le point d'interrogation, c'est vous. Un tramway fou arrive et va taper les 5 personnes sur les rails. Mais vous avez le pouvoir, en poussant le levier, que le tramway fou aille de l'autre côté et ne tue qu'une personne. Voilà. C'est la seule chose que vous pouvez faire, c'est ça, le tramway fou. Et vous avez le pouvoir de sauver 5 personnes en tuant une personne. Qui pousse sur le levier ici ? Pardon, j'aurais dû commencer par qui refuse de répondre parce que le fait de répondre est trop traumatisant. Ah, qui pousse le levier? Quand même. Qui ne pousse pas le levier? Ok, vous gardez vos mémoires, vos réponses en mémoire, hein, c'est un jeu de la pensée. Si jamais vous poussez le levier dans un vocabulaire, on va dire que vous êtes, conséquentialiste, votre geste, vous l'évaluez à l'aune d'une conséquence. La conséquence, le nombre de morts que vous pouvez mesurer. On va même parler parfois, dépendant de la structure fine, d'utilitarisme, c'est-à-dire vous allez calculer la quantité de bonheur que vous pouvez générer par votre acte ou éviter de perdre. Et là, vous avez 5 potentialités de bonheur contre une potentialité de bonheur. Vous poussez, il n'y a pas photo, hein. La conséquence de votre acte est positive dans cette équation-là. Les autres, peut-être que vous avez refusé de pousser simplement parce que vous ne vous sentez pas le droit de déterminer de l'avenir d'une vie humaine, ou de 5, et que ne rien faire est le seul choix que vous ayez. Ok. Ça se complique, il y a 5 personnes sur les rails, le tramway fou est lancé, il passe en dessous d'un pont, vous êtes sur le pont, et une personne un peu de mon volume et de mon poids est sur le pont, et vous pouvez pousser cette personne, mais c'est pas moi, vous ne la connaissez pas, et si vous savez que si vous poussez cette personne, le tramway va la taper, la tuer, mais s'arrêter. Oui, c'est de nouveau, si vous trouvez ça trop laid, on arrête tout de suite, mais c'est juste une expérience de la pensée, et vous avez vu bien pire au cinéma, à mon avis, dans votre vie. Alors, qui pousse le gros bonhomme comme Jean-Paul? Je vous remercie. Qui ne pousse pas le gros bonhomme? Ouais, ça me semble raisonnable. Donc, vous êtes prêt à pousser un levier qui va tuer une personne, mais vous n'êtes pas prêt à pousser un gros bonhomme pour sauver 5 personnes. C'est juste, hein, je vois bien ça. C'est pas grave, je vous juge absolument pas, ça n'a aucune importance, c'est un problème idiot, il est trop simple. Mais là, ça se complique parce que ça peut être encore plus compliqué. Maintenant, vous êtes un chirurgien particulièrement talentueux et vous avez 5 patients qui sont là. 5 patients. 2 patients ont besoin d'un nouveau rein. 2 patients ont besoin chacun d'un nouveau poumon. Et le dernier patient a besoin d'un nouveau cœur. Je ne sais pas si techniquement c'est possible, mais on s'en fiche. Hein. Donc vous avez ces 5 personnes qui vont mourir, ils ont besoin de pièces détachées.
et vous avez un 6e patient qui s'est juste cassé la jambe et tout est en bon état. Et donc, si vous démontez le patient en bon état, vous pouvez sauver 5 personnes. C'est exactement la même chose que la manette, hein. Au niveau de la structure, c'est pas du tout la même chose puisque vous riez et que vous êtes inquiet que je vous pose la question. Qui démonte le malheureux à la jambe brisée? Personne, on est d'accord, ça me va très bien. Mais c'est des questions super compliquées, vous imaginez? Dans un cas, la conséquence compte, dans d'autres cas, la conséquence ne compte pas. Et puis, moi, j'ai joué avec vous sur ces exemples très simples, mais vraiment, les chirurgiens, ils se posent des questions comme ça. Vous vous souvenez de la catastrophe du triage à l'époque du Covid? Je vais avoir la voix qui tremble quand je passe de choses émouvantes, je me mets à pleurer, mais vous en faites pas, ça passe. Donc, pensez au triage à l'époque du Covid, les gens, dans leur chair, devaient faire des choix. Et donc, pour ces choix, on ne peut pas les laisser seuls. On a besoin de leur donner une éthique, de leur donner un dispositif de glissement de leurs valeurs vers l'acte. On ne peut pas laisser les gens choisir seuls parfois. Parfois, c'est trop cruel. Là, je vous ai imposé ce traitement extrêmement cruel parce que j'ai confiance dans le fait que vous savez que c'est une expérience de la pensée, et c'est tout. Mais dans la vraie vie, c'est d'une grande dureté. Si quelqu'un fait des cauchemars cette nuit, je vous demande pardon. Mais donc voilà, donc il y a quelque chose en fait, aligner nos valeurs et nos actes, c'est pas toujours facile, et parfois on a besoin pas d'analyser les conséquences, mais d'avoir un ordre, une déontologie, quelque chose qui nous empêche de faire quelque chose. Un serment d'Hippocrate qui nous fait dire « tu ne feras pas de mal ». Tu ne nuiras pas à l'existence de quelqu'un. Et on vous fait prêter le serment d'Hippocrate, et après, quand vous êtes en face de cette terrible question de 5 personnes à laisser pour une personne 5 personnes à sauver pour une personne à... Vous ne pouvez pas, non pas parce que vous devez prendre le poids d'un choix imbécile comme le choix du tramway sur vos épaules, mais avec quelqu'un d'autre. Donc l'éthique, c'est multiforme. Voilà, c'est ça que je voulais dire. C'était peut-être plus facile de dire juste l'éthique, c'est multiforme. Alors, est-ce que je... Pas la bonne flèche. Qu'est-ce qu'on va conserver de cette 3e partie? Alors, ici, nous allons nous concentrer sur les modalités de traduction de lien entre valeur morale et action. Et il ne faut pas voir ces modalités de traduction comme un objet simple. Nous avons entreaperçu que ce lien peut notamment être évalué à l'aune des conséquences, tout compte fait. Au déparrage, on se dit, tout compte fait, il vaut mieux sauver 5 personnes qu'une personne. Il y a les variations sur le thème, la personne que vous devez pousser, c'est votre fiancé, la période que vous devez sauver, enfin vous imaginez, infini. Et nous avons entreaperçu que ces liens peuvent notamment être évalués à l'aune des conséquences tout compte fait, mais ça n'explique pas tout. Il y a d'autres facteurs, comme des injonctions et des conditionnalités. Donc, tu ne tueras pas, tu ne pousses pas sur le... Et puis c'est fini. Pas de question, on peut avoir des injonctions comme ça. Et ces injonctions, elles viennent de collectifs, des groupes, des idées. En fait, quand je vous ai raconté l'histoire du chirurgien, vous avez ri nerveusement parce que c'est incongru comme situation. C'est laidement incongru. Parce que collectivement, nous savons bien qu'on ne fait pas ça, démonter un bonhomme pour en sauver 5. Mais c'est un truc qu'on nous apprend depuis qu'on est petit, quoi. On n'est pas avec. Enfin non, je pense pas. Enfin, moi, je crois pas qu'on est avec. Ok. Tiens, on doit avancer vraiment vite, mais j'espère que ça va toujours. Alors j'ai mon témoin de ça va qui va me dire ça va ou pas. Génial, merci. Et à gauche, est-ce que ça va ou pas? Chouette. Ok, donc maintenant, on est dans cette idée d'une action qui nous permette de mettre en congruence notre morale, nos actions et notre morale. D'une éthique qui nous permet de mettre en congruence notre morale et nos actions. Et il y a 2 actions particulières qui vont m'intéresser aujourd'hui, c'est l'action de justice et l'action d'équité. Et là, je ne vais pas vous proposer 4 définitions, il y a 4 conceptions usuelles de la justice, mais j'en prendrai juste une, qui est que la justice, le concept de justice, c'est le concept qui était associé le temps de notre conversation. Et je vous promets que je peux démontrer que c'est aussi vrai que les 3 autres exceptions du mot justice. Le concept de justice, c'est le concept associé à la création d'un terrain de jeu égal. Des règles où tout le monde a les mêmes chances et que le sentiment de justice, ce sentiment qui vient de notre intérieur, eh bien, il est lié au fait qu'on a un terrain de jeu qui permet une situation que l'on trouve désirable. Pas nécessairement égalitaire, pas nécessairement unique, juste désirable. Dans nos valeurs, on a un concept, c'est la justice, et les conditions de justice, c'est les conditions que l'on pense conducives, génératrice peut-être, génératrice d'un terrain de jeu égal. Ça va? C'est ça la justice.
Après, on peut l'institutionnaliser pour que quand des gens dévient, on leur tape dessus, etc., etc. Mais c'est pas grave. La justice, c'est d'abord ce terrain de jeu égal. Mais parfois, ça déraille. Parfois, nos valeurs morales et les faits observés ne sont pas alignés. Ils ne sont pas alignés parce que la justice n'a pas marché. Ça marche pas. Et alors, il faut corriger le tir. On a besoin de corriger le tir. Et corriger le tir, ça s'appelle une autre action, une action d'équité. Et donc, on va prendre pour définition de l'équité. L'équité, c'est mettre en conformité des situations qui ne sont pas congruentes avec nos valeurs morales. Et si ça déraille encore, on s'entête. On corrige et on corrige et on recorrige. En fait, la justice, c'est une idée, c'est ex ante, c'est avant. On pense que ça va bien se passer. Et puis, il y a toujours un ou une malade qui fait tourner les trucs de travers et on doit corriger. Justice, équité. Ça nous amène à des définitions. Une définition qui date du Moyen-Âge. La justice, c'est l'art du bon et de l'égal. Mais l'égal, c'est lui-même c'est pas un concept qui est pauvre, c'est un concept qui est riche. Égal, ça peut être chacun selon sa performance, chacun selon sa peine, chacun selon sa naissance, ou tout le monde la même chose. Ne m'intéresse pas ici. L'art du bon et de l'égal, l'art du désiré. Les règles du jeu alignées avec nos valeurs et dont l'écriture, la définition mobilise d'éthique. On va traduire nos valeurs en un acte d'écriture qui est un acte de justice, sachant que l'écriture n'est pas nécessairement sur papier. Et l'équité qualifie une mesure correctrice face à une situation d'injustice constatée. On corrige le tir. Le résultat du jeu, une fois déployé, c'est ça qui nous amène à faire des mesures d'équité. Le résultat du jeu, une fois déployé, ne nous satisfait pas, il viole nos principes de morale, notre éthique a échoué à traduire notre morale dans l'action via la justice. Il faut corriger le tir. 4 exemples, la liberté individuelle via le droit environnemental, ben voilà, dans un monde libéral qui met l'accent sur la liberté individuelle, la liberté d'entreprendre, la liberté d'être propriétaire, la liberté de travailler ou pas, la liberté comme ancrage central, qui est un monde qui est pas... Notre monde n'est pas encore un monde très très libéral. On va essayer de ne pas faire de politique aujourd'hui, mais on va dire, voilà, un monde où la liberté est au cœur. En fait, on se rend compte à un moment, aux États-Unis, le temple d'une forme de libertarianisme aigu, on se rend compte à un moment que certaines personnes, quand elles profitent de cette liberté pour entreprendre, nuisent à d'autres, polluent leur environnement. Même en Angleterre, l'ouverture d'un fish and chips, 19e siècle je crois, ou début du 20e, je ne sais plus maintenant, il y a un cas juridique qui a été traité par un économiste fameux qui s'appelle Cause, où en ouvrant un fish and chips dans un quartier chic, par l'odeur du fish and chip, on empiète sur la liberté des gens du quartier chic à vivre sereinement sans mauvaise odeur. Et donc, typiquement, il y a une tension entre nos actes et la liberté individuelle. Et donc, on met en place des mesures correctrices, un droit qui permet d'éviter que notre liberté, dans un monde libéral, n'empiète sur celle des autres. C'est une espèce d'évidence, mais c'est une mesure correctrice. Que vous n'accepteriez pas nécessairement comme mesure d'équité, mais je prends. Les programmes de développement régional, le deuxième plus gros budget de l'Union européenne, c'est le FEDER, Programme de développement régional. Eh bien, on peut penser qu'en Europe, depuis quelques années, les régions ont des chances égales de générer de la richesse et du bonheur, mais ce n'est pas le cas. Il y a des inégalités historiques et donc on fait une mesure d'équité à l'échelle européenne et on a des programmes de financement des régions européennes. Des mesures d'équité au sens que je vous impose aujourd'hui. Mais il y a plus simple, les mesures d'équité en matière d'emploi. Aujourd'hui, tout le monde a accès aux études en France, tout le monde a accès à une carrière, etc. Mais à la fin, quand la réalité se déploie, malgré cette grande justice de nos textes, les salaires des personnes, les salaires des femmes est inférieur structurellement au salaire des hommes. Et donc il y a besoin de mesures correctrices, de mesures d'équité. L'action affirmative en fonction de minorités sous-représentées, où on se rend compte que tout le monde a accès à l'emploi de la même façon, mais que si on appartient à une minorité sous-représentée, en général, on a moins de chances d'être embauché que si on appartient à une minorité visible sous-représentée, à une majorité avec juste quelques caractéristiques qui permettent de nous identifier. Eh bien, on va lancer des mesures d'équité. Voilà. Ça va ? Pas assez simple. Justice, le terrain de jeu, équité, faire face aux bêtises, à l'erreur, à la tricherie, etc. Et donc maintenant qu'on a bien compris ça,
Le développement durable, est-ce que c'est une mesure d'équité ou une mesure de justice? Vous vous souvenez de ma définition, un développement qui permet aux générations présentes de satisfaire à leurs besoins sans mettre en danger les besoins des générations futures, je simplifie les mots, avec comme priorité les besoins des plus démunis, auxquels il convient d'accorder la plus grande priorité. Ça, c'est la définition que j'ai prise pour le plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Mais est-ce que c'est une mesure d'équité ou une mesure de justice? Est-ce que quelqu'un a le courage de parler ou est-ce qu'on fait un vote? Vas-y, allez-y, excusez-moi. Je vais répéter ce que vous avez dit pour le bénéfice de l'enregistrement. Donc, vous disiez que c'est a priori une mesure de justice, ça vous semble empreint de justice, mais comme il s'agit d'une correction d'un passé qui a déraillé, en fait, c'est plutôt une mesure d'équité. Et je pense que vous touchez en plein de doigts dessus. D'abord, sur deux choses très importantes. D'abord, que justice et équité, c'est difficile de démêler, hein, puisque c'est ce vers quoi on tend toujours. Et la deuxième chose, c'est qu'effectivement, pour arriver à le démêler, il faut regarder si la trajectoire a déraillé. Et dans le cas du développement durable, je pense que la trajectoire a déraillé. Les gens plus âgés, comme moi, nous avons hérité de la terre de nos parents, et mes parents ont hérité de la terre de leurs parents, etc., etc. Et il y avait du moche et du bon, et on s'est tous débrouillés. Et on est arrivé dans les années 70 du siècle passé jusqu'aux années 90 à se rendre compte que ça avait changé, que nous allions laisser en héritage quelque chose qui était peut-être à zéro chance, quoi. Alors qu'on avait un terrain de jeu égal tout un temps, tout d'un coup, le terrain de jeu s'est dégradé. Il y a des explications, il n'y avait pas de méchanceté. Je pense qu'on a tous... Il y avait peut-être de la méchanceté, on s'en fiche en fait. Mais ce qui se passe, c'est qu'on a besoin de corriger le tir. Parce qu'on a un sentiment d'injustice face à un terrain de jeu qui, a priori, est plus ou moins égal. Ça demanderait des heures pour démontrer, mais c'est pas grave. Les générations passent de l'une à l'autre. Et il y a eu des catastrophes à chaque génération, je veux dire. Hein. Le traité de Versailles qu'ont laissé mes arrière-grands-parents à mes grands-parents a fait que mon grand-père a été projeté dans la Seconde Guerre mondiale. Il en est survécu, mais il a été traumatisé. Enfin, et puis, de l'autre côté de la famille, c'était des gens qui travaillaient dans les colonies, et les colonies étaient quelque chose de terrible, de terrible, de terrible. Et donc, mais ils ont hérité. Moi, j'ai hérité d'une terre comme ça, avec des inégalités fortes, avec de la dureté, avec de la violence, et hop. Et puis tout d'un coup, ça capote, quoi. On va plus pouvoir vous laisser du... Voilà. Et donc ça, c'est une mesure correctrice d'équité. Très bien. Est-ce que tout le monde est d'accord avec l'idée que le développement durable est une mesure d'équité? Ce qu'on va dire techniquement, c'est équité intragénérationnelle, équité intergénérationnelle. Intragénérationnelle, car il y a trop d'inégalités sur la planète pour que ce soit tenable. Intergénérationnelle, parce que ce qu'on laisse après va peut-être ne plus être très agréable à habiter. Et l'action contre les changements climatiques et ses effets, alors là, c'est plus facile. Qui vote pour dire qu'une telle action, c'est une mesure d'équité? Ouais, tout le monde, c'est assez facile, hein, parce que c'est un peu la même chose. Et évidemment, quand on met en place une mesure d'équité, il ne faut pas être injuste. Hein. Donc ça glisse, vous voyez, si on agit contre le changement climatique, mais que ça impacte indûment des gens qui sont déjà pauvres, ça ne marche pas, quoi. Donc c'est très mélangé, toutes ces histoires, mais ce n'est pas grave. C'est juste. Et la RSE, c'est une mesure d'équité ou une mesure de justice alors? La RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Ils ont la mise en œuvre de procédures destinées à prendre des décisions au sein des entreprises, décisions qui prennent en compte leur impact sur leur monde extérieur et pas seulement sur leur profit. Ça va? Ouais. Ben, c'est une mesure d'équité aussi, je pense, en fait. On s'est rendu compte tout d'un coup qu'il y avait des décisions qui menaient à des situations injustes. Et c'était inutile. Et pourquoi je vous raconte tout ça? C'est important parce que si c'est des mesures correctrices, ça veut dire qu'on va contre les habitudes. C'est pour ça que je mets tout ça. Quand je pars dans toutes mes histoires, là, je veux arriver à ce point d'atterrissage-là. Le développement durable, c'est changer des habitudes. La lutte contre les changements climatiques et ses effets, c'est changer des habitudes, c'est corriger le tir. La RSE, c'est corriger le tir. Et quand on corrige le tir, il y a presque inévitablement des gagnants et des perdants. Et donc, c'est pas facile, ça grince, ça se rouille, ça se remplit de sable. Il y a des gens qui mettent même du béton dans les rouages pour pas que ça se passe, parce qu'ils perdent tellement dans l'affaire. Et il y en a d'autres qui
repassent au Karcher désespérément les mêmes rouages en se disant mais non, ils n'ont pas compris, tout le monde gagne à la fin. Mais donc, c'est changer des habitudes. Il est possible de penser le concept de justice comme associé à l'établissement de conditions initiales qui nous satisfont du point de vue de nos valeurs morales. Et je pense que là-dessus, on peut tomber d'accord presque avec tout le monde. Il y a de temps en temps des méchants, on en rencontre des méchants. On peut peut-être les mettre dans un hache-viande ou quelque chose, mais ils sont rares. Mais en général, la justice, on est d'accord. Puis que ça ait déraillé, déjà, ça devient compliqué de faire le constat du déraillement. Mais je pense que nous, on peut le faire, que l'existence du concept de développement durable, l'existence de la nécessité de lutter contre le changement climatique et ses effets, et la RSE comme nouvelle pratique, qui n'est plus si nouvelle que ça, mais qui est encore nouvelle à l'échelle de quelqu'un de mon âge, eh bien, c'est des mesures correctrices. Et donc, ça se grippe. Et donc, cette espèce de traduction de nos valeurs par l'éthique dans l'action va pas être facile du tout. C'est pas grave, c'est amusant comme tout. Je pense que tous ici, on est tout contents de le faire. Mais ça va se gripper, il faut le savoir. Ça ne s'impose pas naturellement. C'est pas la justice immanente qui tombe, c'est la correction d'une série de bêtises à plusieurs niveaux. Je devrais être près du break là. Yes. Alors j'avais commencé à quelle heure? 20? Ouais, ben, peut-être qu'on peut s'arrêter là pour 5 minutes, parce que j'ai été un peu lent. Ça vous va? Mais je vais vraiment chronométrer les 5 minutes?
Un, deux. Un, deux. Ouais. Donc des mesures correctrices, d'accord, mais des mesures correctrices de quoi? Qu'est-ce que c'est que cette affaire qu'on corrige? Et c'est là que je vais arriver avec la gouvernance et la question des organisations et des institutions de nouveau en mode accéléré. Donc il y a cette partie ici qui s'appelle gouvernance institution. Vous savez déjà que j'ai pris 10 à 20 minutes de retard, donc il n'y aura peut-être pas tout, mais c'est pas grave. Alors, si on a cette capacité collective à fixer des règles du jeu de justice ou des règles du jeu correctrices qu'on appelle équité, en fait, c'est le produit de quelque chose. Vous voyez que je ne vous donne plus beaucoup de choix pour les définitions. J'utilise les définitions qui m'arrangent en sachant que le temps que nous parlons ensemble, le sens des mots est celui que je partage avec vous, mais après on peut en discuter. Donc si on est capable de faire des choses collectivement, en fait c'est parce qu'on est capable de les administrer, on est capable de les gouverner. Et donc on va avoir un machin qui s'appelle la gouvernance, qu'on va appeler la somme des multiples manières dont les individus et les institutions publiques et privées gèrent leurs affaires communes. Donc ce qu'on va dire, c'est que nos histoires de développement durable et de RSE, ces mesures d'équité, ces mesures correctrices, eh bien, cela devient une de nos affaires communes que l'on va devoir administrer par ce dispositif qu'on appelle gouvernance. C'est assez simple, c'est comment fait-on des choses ensemble, comment s'organise-t-on collectivement pour échanger, définir, planifier, stratégier, etc. Et c'est ce qu'on va, c'est par la gouvernance que l'on va pouvoir mettre en œuvre ces corrections. C'est par une correction de la gouvernance aussi qu'on va pouvoir mettre en œuvre ces mesures d'équité. Et ça, nous le ferons au sein d'institutions, d'organisations. Et donc, ça, c'est vraiment ce que l'on va chercher à transformer. Ces structures cognitives, normatives et régulatrices, ou régulatives, je ne sais pas, qui donnent de la stabilité et du sens aux comportements sociaux. Donc l'idée, c'est que ces affaires, cette administration du collectif, et vous verrez ça plus en détail après, hein, mais c'est pas, je pense, l'administration de ce collectif, ça se passe à l'intérieur d'objets qu'on appelle ici, avec une définition d'institution très large, un tas de gens ensemble. Ils ont une activité qui est soit une activité d'apprendre des choses aux gens, une activité cognitive, soit une activité normative. Ils définissent des normes émergent de l'activité de ces institutions, et régulatives, des règles de fonctionnement émergent également. Et ça nous donne un sens collectif. Donc une entreprise est une institution, une entreprise privée. Évidemment, Centrale Supélec est une institution, c'est clairement cognitif, beaucoup de gens sont là pour apprendre des choses, et c'est peut-être un peu normatif et régulatif. La justice est une institution, mais c'est beaucoup plus au niveau de la norme et de la régulation. La famille est à la fois cognitive, normative et régulative. Cognitive parce que c'est quand même souvent dans la famille qu'on apprend les premières choses. Normative, c'est parce que c'est dans la famille qu'on apprend les premières manifestations de ce qui est bien et de ce qui est mal. Et régulative parce que c'est les premières règles auxquelles on est confronté, ça se passe dans la famille. La famille est une institution, enfin je pense que c'est évident, la religion est une institution, vous pouvez ranger ça dans ces cases. Cette classe est toute petite institution, mais pas vraiment, mais c'est plutôt un pseudopode d'une autre institution. Mais peu importe. Ce qu'on va corriger, c'est des structures qui, par leur définition avec moi, sont normatives et régulatives, imposent des règles et des normes. Or, c'est justement ce dont il s'agit. Ce qu'on veut, c'est changer les règles et les normes pour arriver à corriger le tir d'une justice qui a raté son coup,
et qui mène à une situation que l'on veut corriger. Donc, si je regarde ces deux machins-là, j'en ai besoin pour la suite de mon argumentaire et que je pense à mes mesures correctrices RSE et développement durable. On parle beaucoup plus ici de collectif que d'individuel. On parle d'individuel enchâssé dans du social. On sait qu'il y a des débats sur les petits gestes et la légitimité des petits gestes en fonction des circonstances, mais ce n'est pas important. Simplement ici, on ne peut pas penser ces affaires-là sans penser à des transformations qui relèvent du collectif, de l'institution, qui relèvent de la gouvernance. Vous voyez, c'est une toute courte 5e partie. L'administration des affaires communes, la gouvernance par la mobilisation de structures qui sont normatives, régulatives, et on les appelle ces institutions. Donc c'est là-dessus, là contre, là avec, qu'on engage un combat pour corriger le tir. Ça peut être un combat commun, il n'y a pas besoin de... Puis c'est pas très joli le vocabulaire combat, c'est qu'on engage une dynamique de progrès. Et la nécessité de ces mesures correctrices ou des mesures d'équité peut être pensée comme produit de l'échec de ces structures historiquement à être éthiques. Nos États encourageaient une croissance destructrice de l'environnement avant, peut-être encore aujourd'hui, je ne sais pas, je n'ai pas envie de discuter de ça maintenant, mais avant c'était clairement le cas. Et donc l'État comme institution, eh bien, on a besoin de corriger le tir, de cette espèce de gouvernance qui soutient quelque chose qui casse. Et sans doute nos entreprises aussi. Quelque part, ce n'était pas sur leur écran radar. Et quand ce n'est pas sur l'écran radar, eh bien, on ne peut pas l'incorporer dans cet exercice d'action collective qu'est la gouvernance. Et on peut aussi dire que l'émergence de ces inquiétudes environnementales et le caractère terriblement étendu des impacts en question, ce n'est pas juste le voisin qui est touché, mais c'est très très large. Ça veut aussi dire que quelque part, le jugement sur l'activité de l'institution, il s'élargit aussi en même temps. Il y a plus de gens concernés maintenant, et donc il y a plus de gens qui pourraient avoir leur mot à dire. C'est une très courte partie, je l'ai un peu tassée là pour que ça tienne 2 heures, en me disant que ça marcherait. Vous voyez, ça c'était la fin avant le break, mais c'est raté. Et j'avais une très grosse question. Sommes-nous vraiment capables d'articuler nos principes éthiques, d'articuler comment nous pouvons traduire nos valeurs dans l'action, y compris l'action collective? Parce que j'essaye de vous emmener comme ça par la main sur un chemin où je dis, voilà, on a nos valeurs, on a une éthique qui nous permet de transposer ces valeurs dans l'action, on constate qu'on s'est trompé, et maintenant on corrige le tir, taillot, c'est facile. Mais en fait, est-ce qu'on est réellement capable dans notre quotidien d'articuler ça? Est-ce qu'au moment où je jette mon papier par terre, ou pas, j'ai cette pensée-là, cachée dans le sac en papier qui est sur le vélo, il y a une bouteille d'eau en plastique. J'ose pas vous la montrer, quoi. Mais j'ai acheté le menu, c'était moins cher avec la bouteille d'eau en plastique. Mais je ne peux pas acheter de plastique, donc je suis foutu. Et donc c'est compliqué. Il y en a 1000 comme ça pour chacun de nous, de situations où on dissonne. Comment est-ce qu'on fait pour penser cette mise en congruence de valeurs auxquelles on tient avec des gestes du quotidien qui sont contraints? Nya, bouteille en plastique. Tu veux mon sac en papier? Ah, une gourde réutilisable. Donc, c'est une vraie grosse question, et c'est une question en fait qu'on a commencé, et c'est le cœur qu'on a commencé à explorer assez récemment et qui nous pose des problèmes en tant que chercheurs. Et donc la deuxième moitié du talk, ce sera plus cette introduction, mais ce sera plus des résultats de recherche. Ça nous pose des problèmes d'aller vers des gens ordinaires, pas des gens qui ont étudié l'éthique et qui découvrent plein de cadres théoriques très intéressants pour savoir s'ils doivent écraser d'autres gens avec un tramway fou. Et donc des gens ordinaires qui doivent prendre des vraies décisions sur la vraie vie, qui ont des valeurs qui sont les leurs et qui sont en général belles et touchantes, mais qui après, face à des contraintes incroyables, posent des actes qui ne leur plaisent pas toujours et qui d'ailleurs ne plaisent pas toujours à tout le monde. Et puis c'est compliqué. Mais l'important, c'est qu'ils ne leur plaisent pas toujours. Et donc, on a commencé à explorer, depuis quelques années, mais de façon un peu désordonnée, cette idée qu'il existerait une éthique profane. Une éthique, une capacité qu'on a, acquise à l'école, dans la famille, partout, à traduire nos valeurs dans l'action. Alors il y avait le
coup des trois volontaires. Un, ce sera moi, un, ce sera un ou une chercheuse en études interdisciplinaires du climat. Un, ce sera un ou une de vous qui s'identifie comme ayant un rapport moral ambivalent vis-à-vis de l'acte de prise d'avion. S'il y a trop de volontaires, je cède ma place. Je ne vais pas faire le coup des volontaires parce qu'on n'aura pas le temps, mais c'est un débat qu'on pourrait avoir et que j'ai régulièrement avec des collègues qui ont une éthique plus affirmée que moi quant à la prise d'avion. Et donc de savoir, comme chercheur en sciences du climat, quel est notre rapport à l'avion. C'est très compliqué. Par exemple, moi, je suis très fier de ça. Hein. J'ai des terrains en Arctique, au Vietnam, en Colombie. J'ai plein de copains en Afrique. Je peux faire des tonnes de CO2 comme ça. En fait, on me paye pour ça, quoi, pour émettre du CO2. C'est juste, ça semble incohérent, quoi. Mais je suis capable, par des effets de mon intellect, de dire oui, mais non, parce que moi je donne des cours sur l'environnement, alors tous ces gentils gens qui sont influencés par moi, ils vont moins polluer, donc moi je peux polluer plus parce que ça m'équipe pour mieux les convaincre. Donc ça va, en fait, le bilan net, c'est bon. Évidemment, mes autres collègues, eux, c'est pas si net qu'ils sont aussi efficaces à influencer les leurs, donc eux, ils peuvent peut-être un peu diminuer leur machin de CO2, comme ça moi j'en ferai encore un peu plus, et puis je pourrai plus convaincre de gens avec plus de données sur le monde entier, ce sera merveilleux. C'est vraiment pas facile, quoi. Et puis, quelqu'un m'invite dans une université américaine prestigieuse pour parler 15 minutes et il me paye un billet d'avion, quoi, business et tout, ouch. C'est pas facile, quoi. Il y a 20 ans, et quand moi j'ai grandi, c'était pas grave, hop, on sautait dans l'avion, on avait un repas, on dormait, on était bien, on était content. C'est mal, hein, ce que je dis, je devrais pas rigoler avec ça, c'est pas drôle. Et puis on revenait, quoi, et c'était facile. Maintenant, c'est pas facile, on se prend la tête. Et on se prend tous la tête de façon différente. J'ai des collègues, désolé pour ceux qui sont dans la salle et qui se reconnaissent, si vous avez l'impression que je me moque de vous, c'est parce que j'utilise l'ironie pour me protéger de l'admiration que je ressens à votre égard. Donc, j'ai des collègues qui ont réussi à monter une dynamique collective au sein de leur laboratoire. Ils ont revu la gouvernance de laboratoire pour savoir qui pouvait voler quand. Et c'est plein de bon sens, en fait. C'est exactement ça dont on parle. Refonder nos modalités de gouvernance pour aligner nos valeurs et nos pratiques. C'est magique. J'ai un collègue, moi, qui, quand les gens de son labo lui ont dit « mais on doit mettre en place des règles pour... on va se disputer, non, moi j'ai pas envie qu'on se dispute, il y a plein de gens qui ont besoin de prendre l'avion, chacun sa responsabilité. » Et donc, et puis, il y en a d'autres, c'est plus compliqué, quoi. Je peux prendre l'avion si après je prends un bateau pour aller tirer des machins dans la mer, parce que ça c'est vraiment utile. Mais toi, tu peux pas prendre un avion si après tu vas rencontrer des gens pour causer, parce que ça tu peux faire par Zoom. Je dis mais alors va chercher tes machins dans la mer par Zoom, quoi. Donc voilà, c'est vraiment compliqué. Ce que j'essaie de vous dire, c'est que c'est compliqué, et j'ai fait le jeu tout seul, vous voyez. J'ai gagné 3 minutes en ne faisant venir personne. Je pense que vous avez compris le principe. On ne sait pas comment traduire nos valeurs dans l'action. C'est pas facile. C'est pas facile. On a fait des expériences il y a quelques années. Oui, on a fait des expériences mais à très grande échelle, donc pas avec 3 personnes, mais avec plusieurs centaines de personnes. C'était un consortium de collègues et on est parti vers des choses très provocatrices et on a parlé à des Européens, savoir comment ils jugeaient, comment ils traduisaient les valeurs qu'ils défendaient dans l'action par rapport à des enjeux particuliers. Et donc on a travaillé sur un premier enjeu qui était l'amélioration fonctionnelle du corps humain, ce qu'on appelle le transhumanisme. Comment est-ce que des citoyens européens se situent par rapport à la modification du corps humain pour augmenter ses performances. Par exemple, vous voyez, moi j'étais vachement hinancé, mais ça se voit pas trop. Et donc, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal le transhumanisme? Donc on a commencé à parler avec des gens avec des idées éthiques assez simples, hein, une éthique religieuse qui ferait qu'on ne peut pas modifier le corps humain, une espèce d'idée moderne du fait que c'est l'ordre des choses, qu'on se transhumanise, ne serait-ce que pour se libérer de l'oppression de l'intelligence artificielle qui est à venir, etc. Et on est tombé sur des gens qui avaient des discours éthiques avec des fragments et des mélanges. Et donc, on a par exemple touché une communauté de gens passionnants, malentendants, qui disaient, écoutez, vous parlez à vos histoires de transhumanisme, mais nous, aujourd'hui, on a des opérations qui nous rendent l'ouïe. Et nous n'en voulons pas. Et alors là, on est un peu comme de ronds de flanc, hein, à l'époque. Maintenant, c'est peut-être ordinaire dans le discours, mais nous, à l'époque, c'était très... On dit, mais pourquoi vous n'en voulez pas? Ils disent, parce que notre communauté est une communauté qui échange par le langage des signes. Si nous nous mettons à entendre, nous allons perdre notre communauté. Et donc voilà que tout d'un coup, ils nous révélaient des valeurs et des modalités d'adoption de ces valeurs. Les valeurs, c'était tenir à leur communauté. Les modalités d'adoption, c'était de renoncer au enhancement de leur corps,
qui ne ressemblaient pas au corps des dominants. On a eu des cas de gens qui avaient besoin d'opérations particulièrement perfectionnées pour des questions de mobilité, qui disaient tant que cette opération ne sera pas accessible à tous et toutes pour des raisons financières, je refuse de me faire opérer. Et c'est assez saisissant, quoi. Ça nous apprend, mais après, plein de jugements dans tous les sens. Alors on a eu ça aussi pour des histoires de bases de données géoréférencées, hein. C'était avant la grande dominance de Google Maps. Et puis on a travaillé pas mal à des questions de données personnelles arrimées à l'intelligence artificielle. Et notre conclusion après ces 3 streams sur des gros échantillons, c'est que en fait l'éthique c'est vraiment un truc de prise de tête de la communauté de chercheurs, mais que les gens n'ont pas de recettes claires qui leur permettent d'aligner valeurs et actions. Et ça nous interpellait très fort à l'époque. Peut-être que ça vous semble évident ou pas, je ne sais pas. Quand vous y pensez, comment est-ce que vous faites pour traduire vos valeurs dans l'action? Vous en causez, vous décidez tout seul, vous faites un calcul, vous vous êtes jamais posé la question, vous vous en fichez, tout ça est légitime. Peut-être que moi je ne me serais pas pris la tête si on ne me payait pas pour le faire, oui, je t'en prie. Effectivement. Donc, je répète votre intervention pour les bénéfices de l'enregistrement. Donc là, la personne qui vient d'intervenir nous parle d'une association qui, je pense, s'appelle Bas Carbone, mais je ne suis pas sûr parce que c'était loin, et qui vise, imaginons ne vivre pas carbone, souligne une personne dans l'Assemblée. Et donc, l'idée est d'équiper, je pense, au niveau des concepts et des modalités de calcul, que chaque Français puisse ne pas dépasser la quantité de carbone qu'il devrait émettre pour garder une trajectoire raisonnable, donc passer de 10 tonnes d'émissions moyennes à 2 tonnes d'émissions moyennes. Donc ça, effectivement, c'est une façon d'aligner nos valeurs avec nos actions en étant membre de l'association, en développant ses outils, et puis en adoptant les pratiques qu'il préconise, effectivement. Mais ça, c'est très spécifique et précis, quoi. Qui conduit une automobile ? Qui, parmi ceux qui conduisent une automobile, n'ont jamais brûlé de feu rouge? Bravo, je vous félicite, parce qu'il y a plein de gens qui ont apparemment déjà brûlé des feux rouges. Il y a juste une mécanique cognitive là, de s'extraire de la règle, et moi j'ai déjà brûlé des feux rouges, hein, je donne de leçons à personne, là c'est juste comment qu'on fait pour décider un truc pareil, quoi. 5 km/h de plus en voiture double la probabilité d'un décès du fait de votre automobile. 5 km/h de plus. Et moi, je conduis plus de voiture, j'ai des attaques de panique, j'ai des désordres de l'ordre de la santé mentale vis-à-vis de l'automobile, mais avant, j'allais à 150, quoi. Ça veut dire que par rapport à la limite autorisée, je sextuplais, je ne sais même pas comment on dit, la chance que quelqu'un meure de mon fait, quoi. Et je ne suis pas un assassin, je vous promets. Et donc il y a des mécanismes mentaux, là, on ne les explicite pas. Et donc voilà, l'éthique profane, c'est compliqué, j'arrête, je suis en train de perdre du temps. Hop. Et donc on va cartographier. L'étape suivante, après ces gros projets, ça a été de se dire on doit aller plus finement. Hein, ces gros projets à l'échelle européenne, on a interrogé des gens en ligne, très brièvement, avec des retours à assez grande vitesse sur des forums de discussion. Et puis là, on a décidé de reprendre, une petite équipe, de reprendre des discours de gens qui doivent prendre des décisions en situation de risque environnemental et de voir comment ils font pour justifier des actes qu'ils posent. Quelles éthiques profanes, ce n'est pas des professionnels de l'éthique. Et donc, pour arriver à faire ça, ce n'est pas simple. Et donc, on a décidé de prendre des grosses catégories de théories éthiques et d'écouter ce qu'ils disent et de ranger ce qu'ils disent dans des catégories pour voir ce à quoi ils souscrivent. Parce qu'en fait, nous, on a une panoplie de théories qui existent, mais ce que les gens veulent vraiment, on ne sait pas bien. Et on est au balbutiement. Donc, vous vous réjouissez, vous avez les balbutiements. Vous voyez, le joli papier, il est daté de 2022. Et donc, on prend des catégories très tranchées, très simples de théories éthiques. Par exemple, la déontologie. La déontologie, c'est toute une famille de théories éthiques qui disent qu'on doit agir indépendamment des conséquences des actes que l'on pose. Par exemple,
On ne ment jamais, quelles que soient les circonstances. On ne tue jamais, quelles que soient les circonstances. On est médecin, on ne fait jamais de mal à un patient. C'est une déontologie, c'est une injonction que l'on ne... C'est compliqué les mots, parce qu'il y a des trucs très techniques qui sont cachés là derrière, mais disons que c'est une espèce d'injonction que l'on suivra quoi qu'il se passe. Quelqu'un se noie, si on lui ment, on peut le sauver, eh bien on ne ment pas, voilà. Ça, c'est un comportement extrêmement déontologique. Notre pays est attaqué, quoi qu'il se passe, nous ne tuerons pas. On ne prend pas les armes. C'est une forme de théorie éthique. Et quand on parle aux gens, là c'était des gens qui travaillaient sur un risque particulier, qui est le risque d'inondation, avec conscience du changement climatique, mais ce n'est pas important. Par exemple, il y a des gens qui vont nous dire ce qu'il faut faire en tant que service public, c'est interdire férocement. Nous ne devrions pas interdire tout en autorisant. Il y a une certaine tradition française d'adapter les textes en fonction de 1001 facteurs qui sont le pouvoir des parties prenantes et les conséquences des actions. Eh bien, on a des agents publics qui considèrent que le règlement, c'est le règlement. Et ça, c'est une posture déontologique. La règle est l'émanation du bien commun. Nous nous y collons. Et donc, on peut, en parlant à des gens, à beaucoup de gens, extraire du texte qu'ils énoncent des références à la déontologie. Mais les mêmes gens, c'est un peu la théorie éthique que, de façon un peu bateau, on va opposer à la déontologie. Les gens, ils vont aussi nous faire des expressions conséquentialistes. Ils ne vont pas dire « ou non, on a une règle et on y colle ». Ils vont nous dire « ce qu'il faut, c'est évaluer les conséquences de ce qui se passe ». Par exemple, il ne doit pas qu'il soit impossible de vivre dans les zones à risque. Donc c'est des zones où on interdit de construire aujourd'hui des maisons, à condition que le bâtiment soit adapté, qu'il y ait des possibilités de sécuriser les personnes et de rendre l'habitation facilement résiliente. Donc là, il nous exprime que, somme toute, c'est à la conséquence d'inondation qu'on verra si on peut, s'il est raisonnable ou non de laisser construire dans un endroit où il est interdit de construire. Peu importe, l'idée, c'est l'idée de la conséquence comme critère d'évaluation. On a des valeurs, et c'est au moment où on verra les conséquences qu'on verra si nos valeurs sont respectées. On a des valeurs, et c'est au moment de poser l'acte. Déontologie, c'est au moment du déroulé, conséquentialisme. Mais il y a d'autres théories éthiques. Par exemple, il y a une éthique de la vertu qui ne s'intéresse pas tellement aux actes, mais qui s'intéresse à identifier des gens qui sont intrinsèquement bons, qui portent le geste désiré, correct, porteur de correctitude, je ne sais pas comment on dit. Et donc là, typiquement, on avait des déclarations sur l'identification de catégories non vertueuses. En fait, ils s'en fichent des actes, etc. Pour ces catégories-là, on va leur attribuer le fait de ne pas être vertueux. D'habitude, les vertus, c'est générosité, autodiscipline, équité, compassion. Mais là, les gens, par exemple, ils nous parlent des élus. Les élus d'aujourd'hui, ils pensent à ici, maintenant, dans le futur, ils verront ce qu'ils feront. Ils ont une espèce d'égoïsme de court terme, les élus. Ils sont non vertueux. On ne va pas s'intéresser aux conséquences, on ne s'intéresse pas. Simplement, on sait que la vertu est une qualité qui leur est absente. C'est une théorie éthique que les gens utilisent pour regarder. Et si c'est Pierre qui pose l'acte, c'est nécessairement mauvais. Et si c'est Jean-Paul qui pose l'acte, c'est nécessairement bon. Bon, c'est pas très... Ça existe beaucoup, mais c'est pas nécessairement très éveillé comme théorie éthique, à mon avis. Mais bon. Et puis, il y a une autre éthique plus récente qui est l'éthique de la discussion, où on se dit, en fait, la question, dans un contexte de prise de décision, vous vous rappelez avec mon éthique, c'est une histoire de traduire dans l'action avec une bonne dose de prise de décision collective. Eh bien, la délibération, là, c'est l'idée de parvenir à des décisions acceptables, une façon de prendre conscience des perspectives multiples pour une prise de décision bien informée. Et que donc, en fait, la traduction des valeurs dans l'action, ça doit être mis en discussion entre des gens différents. Délibéré, mais avec une information de qualité. Et qu'à ce moment-là, même si la décision qui est prise n'est pas celle que vous auriez préconisée, c'est pas grave, parce que le processus même fait qu'il y a translation, traduction des valeurs en présence par l'éthique de la discussion. Et ça, typiquement, c'est très dans l'air du temps aujourd'hui, dans les nouvelles politiques publiques. On a ça, par exemple, la stratégie locale de gestion du risque d'inondation, qui est définie par des textes réglementaires pour les communes. Elle a le mérite d'accroître la coopération sur les territoires et de faire en sorte, donc ça c'est des citations de responsables administratifs, c'est pas important. Ce qui est important, c'est de se souvenir, donc il y a déontologie comme grosse catégorie, conséquentialisme, éthique de la vertu, éthique de la discussion. Et donc, de façon très intéressante,
et je ne dois pas vous perdre ni perdre le fil du temps, lorsqu'on écoute les gens, lorsqu'on observe les gens gérer le risque environnemental, ils passent de l'un à l'autre par petites touches. Ils justifient différentes étapes de l'action stratégiquement, mais c'est pas conscient, hein, ils essayent pas, ils font pas de la rhétorique avancée. Ils ont leurs valeurs, ils ont des actes et ils essayent de, on va dire rationaliser, mais c'est pas le bon mot, d'éthiciser, de faire glisser ces valeurs par rapport à l'objet en invoquant des objets particuliers. Mais c'est une dynamique plus fine que ça, j'y reviendrai après. Et puis il y a une autre éthique qui s'est manifestée, c'est qu'on a un débat sur le nom, mais on va utiliser le nom éthique naturaliste avec l'idée qu'il existerait une source de l'éthique qui n'est pas religieuse. J'ai fait abstraction de l'éthique religieuse ici parce qu'elle ne s'est pas manifestée dans ce corpus qui est typiquement français. Et il y a une éthique naturaliste qui dirait qu'en fait, il existe une façon d'évaluer nos actions par rapport à nos valeurs à l'aune de la nature. Plus on est naturel, mieux c'est acceptable, plus la situation est acceptable. Un exemple typique d'éthique naturaliste, c'est dans les champs éthiques de la fin de l'humanité, vous voyez, l'environnement se dégrade, on va tous mourir, oh là là. Mais il y a des gens qui disent « Ah mais c'est naturel, toutes les espèces ont toujours disparu, donc c'est pas grave, c'est bien. » On peut être d'accord, pas d'accord, ça ne m'intéresse pas, mais c'est une éthique naturaliste. Simplement dire, on trouve son modèle dans la nature les espèces disparaissent, nous sommes une espèce, donc c'est bien qu'on disparaisse. C'est l'ordre des choses. Je peux vous faire l'argumentaire que c'est mal avisé, hein, c'est pas grave, c'est pas ça que... La seule chose, c'est un exemple d'éthique naturaliste. Ou bien dire, dans un bassin inondable, pourquoi ne pas redonner un caractère naturel à ces digues, laisser la nature reprendre enfin ses droits et gérer les baies, les coloniser, sauter avec des plantes, et laisser les animaux, les petites bêtes venir s'installer sur ce territoire. Typiquement, c'est l'expression, le beau, le bon vient de la nature. Une autre forme d'éthique. Et puis finalement, une nouvelle éthique qui apparaît de plus en plus prégnante. Là, c'est un corpus. Un corpus, c'est un ensemble de données textuelles. Excusez-moi, je dis corpus, mais c'est pas évident ce que c'est. Donc, au lieu d'avoir des données, des chiffres, on appelle ça des corpus. C'est un ensemble de données qui peuvent être des images, du texte, des données qu'on va qualifier, qu'on va interpréter, qu'on va coder. Mais c'est pas le but ici, c'est pas de vous expliquer comment on fait ça. Mais si vous posez des questions, je pourrais le faire. Donc, l'éthique de la connexion, donc c'est une éthique qui émerge, c'est une théorie qui met l'accent sur l'importance de juger des décisions sur notre capacité à prendre en compte ce qui est loin, ce qui est distant dans l'espace et dans le temps. Donc quand on transfère nos valeurs vers l'action, est-ce qu'on a pensé à ce qui se passait loin? Et les gens expriment ça. Par exemple, ils expriment ça très fort dans une espèce de millefeuille administratif français qui nous crée des dynamiques multi-échelles où on a des plans d'aménagement locaux, plus que locaux, régionaux, etc. et où il y a des problèmes d'articulation qui les secouent. L'échelle géographique des Scott, schéma... Ah, j'ai oublié maintenant. Merci. Schéma de cohérence territoriale. Et donc doit être modifié. Et il faudrait un Scott littoral, donc un schéma de cohérence territoriale, mais à l'échelle du littoral, pas à l'échelle des différentes unités administratives, etc., etc., etc. Et donc il y a une idée de la connexion, il y a une idée de si je lutte contre les inondations ici, est-ce que j'en provoque ailleurs? Si je lutte contre l'érosion ici, est-ce que j'en provoque ailleurs? Je veux dire, c'est assez... si j'émets de la fumée, jusqu'où va-t-elle? S'il y a un incendie en Ukraine, les radionucléides arrivent-ils jusque chez nous ou pas? Mais tout ça relève de questions de connexion. Et puis il y a toutes les connexions avec les générations futures. Donc il y a toutes ces théories éthiques. J'imagine que le PowerPoint sera distribué. Donc vous pourrez les retrouver dans le PowerPoint. Toutes ces théories, c'est évidemment des catégories qui sont assez... patates, quoi. Hein. Il y en a 5, et ça permet de cartographier ce que les gens nous disent, mais il y a du raffinement là-dedans qu'on ne peut pas partager en si peu de temps, mais quand même c'est pas mal. Ces catégories, elles n'existent pas vraiment sous forme pure, on est obligé de pratiquer l'interprétation du texte pour se dire où ça va, puis on le fait à plusieurs, parce que si on est tout seul, on peut vite dériver, on regarde une phrase, on se dit mais qu'est-ce qu'il nous dit vraiment en termes d'éthique? Quelle valeur exprime-t-il? Comment fait-il le glissement? C'est un travail analytique particulier, et il n'y a jamais de forme pure. Pour les éthiciens, il y a des formes pures, c'est la traduction d'expérience de pensée, hein, comme mon tramway, il n'existe pas mon tramway, ça nous permet d'avancer et de créer des catégories, mais dans les énoncés du quotidien, on ne les trouve pas, ces formes pures. On est obligé de trouver des petits fragments. Et donc, là, il y a une phrase incompréhensible, c'est sûrement quelqu'un d'autre qui l'a écrit pour me faire une blague, mais c'est pas grave.
toutes les théories éthiques plausibles, on peut les retrouver dans le discours des gens ordinaires, par petits bouts comme ça. Mais la cohérence, elle n'est pas facile à trouver. Et donc nous, on utilise ça vraiment comme des types qui relèvent des idées. On a des catégories et on place les gens dans ces catégories ou les énoncés que les gens partagent avec nous pour essayer de faire sens de qu'est-ce qu'on veut vraiment dans ces affaires de RSE et de développement durable. Et c'est là qu'on arrive à ce qu'est-ce qu'on veut vraiment. Vous avez droit au spectacle total. En fait, quand on est vraiment soigneux sur notre corpus, le spectacle total, c'est moi qui fais des jeux d'ombre ici, si vous n'aviez pas saisi. Quand on fait face à ces textes, on voit des gens avec une grande diversité de valeurs morales et de façons de classer des états du monde. Et ils vont utiliser une grande quantité de cadres éthiques, de cadres de translation. Dans translation, j'aime bien parce qu'il y a l'idée de glissement, mais il y a aussi l'idée de traduction comme translation en anglais, et via des cadres éthiques. Mais ce qui est très intéressant, et ce sur quoi on commence à tomber bien d'accord, en tout cas pour l'Europe, c'est que au cœur revient la nécessité d'en délibérer, d'en discuter. C'est ça que les gens ont en commun. Le fait que ces arbitrages, les arbitrages qu'on fait, les décisions qu'on doit prendre, doivent se déployer dans un cadre où l'information est échangée et où on parle de nos valeurs et de nos dispositifs de traduction de ces valeurs dans l'action. Donc c'est ça que j'ai essayé de dessiner là très joliment. C'est tout fouillis, mais il y a quand même un truc vachement qui est là. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'on va garder et qu'on va nourrir, parce que gouvernance, commun, institution, correction, eh bien, si on a un objet en commun, c'est pas facile, hein, l'éthique de la discussion, ça demande de renoncer à du pouvoir pour les puissants, ça demande d'assumer un droit de parole pour les gens qui n'ont pas l'habitude d'avoir un droit de parole, etc. Mais c'est quand même, aujourd'hui, quelque chose qui remue vachement et qui n'est pas sans implication. Et alors il y a le petit morceau, voilà, éthique de la discussion, il y a le père de Mafalda qui marche, il se tape le nez sur la porte. Qu'est-ce qui se passe, qui a fermé la porte à clé? Vous êtes fou, à quoi ça rime de s'enfermer? Question d'éthique, mais tu peux rentrer, nous avons fini de parler des parents. Donc un des corollaires de l'éthique de la discussion, c'est que les gens concernés par la discussion doivent être incorporés. Ils ont une voix. Il y a en fait, ce que j'essaye, là où j'essaye d'arriver, il y a une extension nécessaire du domaine de la prise de décision. Que si ceci est empiriquement vrai, que tout mon blablabla avant est théoriquement robuste, ce dont je suis évidemment convaincu, alors, j'espère que vous n'attrapez pas la tête qui tourne, alors il y a une nécessité d'extension du domaine de la gouvernance et d'extension de bonne foi, hein, pas juste de... Avant-hier, j'étais à Saint-Malo et il y avait une plaque sur une maison qui disait l'association des concertés. Comme si ça pouvait être un verbe transitif, comme si on pouvait être concerté. Quand on est inclus dans une concertation, on nous concerte. Ce qui est très intéressant, je pense, parce que ça met le doigt sur la dimension active ou passive de cette extension du domaine de la gouvernance. La concertation, ça peut être un objet actif, hein, où on incorpore des gens avec nous, et ça peut être aussi un objet un peu passif où on les concerte, mais la décision est déjà prise. Et donc je ne sais pas, je n'ai pas pu demander aux gens à Saint-Malo s'ils étaient des concertés du premier ordre ou du second ordre, mais je trouvais ça intéressant comme transformation de la langue. Peut-être que je me trompe. Ça va ? Je vous ai perdu ou pas? Non? Alors on peut conclure et maintenant vous devriez comprendre le dessin. J'espère. Mais peut-être que vous le compreniez déjà au début. C'est pas le bon dessin. J'ai dû mal copier-coller le dessin. Ça, c'est le bon dessin. Si j'entre dans mes histoires de développement durable et de RSE par un point d'entrée de philosophie morale, c'est-à-dire valeurs morales,
nourrissant un sentiment de justice via une éthique qui nous permet de transformer nos valeurs morales en actions du type écriture de justice, ou qui nous permet d'entrer là-dedans face à la question de l'équité, observation d'une situation non désirée, nous devons corriger. Si on prend ce petit fouillis-là et qu'on regarde ces deux affaires-là, ce sont nécessairement des mesures correctrices. Et ces mesures correctrices appellent, pendant qu'elles sont mises en œuvre, pendant que collectivement nous nous mettons à gérer cela, les outils de la philosophie morale pour évaluer la gouvernance à cette aune. Mais comment on fait ça ? Je crois dans mon imagination que je suis en train de vous résumer tout ce que je vous ai dit. Mais si on fait ça, alors, eh bien, s'il y a une chose à garder, peut-être, mais après il y a beaucoup de choses à garder, c'est cette idée d'éthique de la délibération. Et donc, cette idée que s'il y a éthique de la délibération, il y a extension du domaine de la gouvernance. Une entreprise doit inclure ses fournisseurs, ses clients et tous les gens qu'il y a autour. Je pense que c'est un classique ancien. Là, il y a quelqu'un qui a écrit « Et maintenant, ça suffit hein !» Et donc, une extension du domaine de la gouvernance, mais il n'y a pas que ça. Qui dit la délibération dit échanges verbaux. Et donc, il y a besoin. Mes longues 25 minutes du début, elles n'étaient pas inutiles. En fait, c'est ici que je viens les plugger, parce que c'est à la base de tout et à l'arrivée de tout. Et capable de dialoguer sur le sens des concepts que l'on défend. Concept d'équité, de justice, de pauvreté, de respect de l'environnement, jusqu'à qu'est-ce qu'une entreprise ? Est-ce que Danone est le vote de ses actionnaires ou Danone est la pratique de son Chief Executive Officer ? Moi, je n'ai pas de réponse, mais c'est des vraies questions sur le sens de l'objet dont on parle. Et puis, il y a la dernier corollaire, c'est qu'il faut pouvoir écouter les gens en ayant ce que j'appelle une herméneutique, une capacité à interpréter le texte sous un angle des éthiques profanes, accepter que les gens qui s'engagent dans la délibération liée à l'éthique de la délibération, les gens qui s'engagent dans cette extension du domaine de la gouvernance, eh bien, ils ne vont pas venir avec des habiletés toutes faites, ils ne vont pas venir avec des cadres de valeurs tout cohérents et tout ordonnés, non. Ils vont petit à petit piocher et chercher des outils pour traduire de façon satisfaisante ce qu'ils sont, qui ils sont dans ce mécanisme de correction collectif. Ouf. Maintenant, on peut se parler. Sauf si on n'a plus le temps, je ne sais pas. En sachant qu'on laisse un peu de temps, on a 10 minutes au total, et il y a du temps pour Éléonore pour présenter le module. J'ai accéléré à la fin, excusez-moi si c'était trop rapide. Merci. Je serais intéressé par refaire un peu le parallèle avec la personne qui doit œuvrer le manche là, pour le tramway. En fait, c'est lui le décisionnaire. On est finalement dans une espèce de situation de crise où toute cette espèce de notion de gouvernance, de je prends le temps de discuter avec les gens pour savoir ce qu'ils en pensent de ce que je dois faire, s'applique plus. Et j'ai l'impression qu'aujourd'hui, nos systèmes de gouvernance, ils se délectent de ça. C'est-à-dire qu'on va de plus en plus vers des systèmes de crise où finalement la prise de considération, la discussion, la délibération, l'évocation de tous ces problèmes éthiques, finalement, ça ne devient pas tellement nécessaire. Oui, alors ta question elle est compliquée parce qu'elle est évidemment chargée de beaucoup de choses qui nous turlupinent fort pour l'instant. Hein. Donc il faut arriver à s'extraire de notre souci du quotidien et du sentiment d'échec certain qu'on peut avoir, nous autres universitaires, quand on voit la crise environnementale qui avance de plus en plus vite alors que ça fait 25 ans qu'on se dépenaille. Mais je répondrai 2 choses à ce que tu dis. La première, c'est ne pas trop utiliser l'image du tramway parce que quand même,
moi je crierais quoi. Et attention, il y a un tramway qui vient. Plutôt que de faire ça. Il y a plein d'autres possibilités. C'est un jeu tricheur où on fixe des règles diaboliquement fermées pour nous faire penser à une situation. Mais ça amène à la deuxième étape sur cette espèce de métaphore, parabole, je ne sais pas comment on nomme ces affaires-là. C'est qu'effectivement, si on nous fait croire que quelqu'un peut bouger le levier, on donne énormément de pouvoir à cette personne et qu'il n'y a personne qui doit assumer un pouvoir pareil. Et donc on a le temps d'étendre le domaine de la gouvernance. Le temps, s'il y a la volonté, si ce n'est pas saboté systématiquement, tu vois. Et je suis très inconfortable à parler de politique dans l'immédiat quand je suis dans un amphi, parce que j'ai été éduqué comme ça. Je désapprouve, mais j'ai quand même été éduqué comme ça. Mais la grande convention citoyenne sur le climat, c'est ça qu'il faut. Mais après, il faut mettre le pied où est la bouche, quoi. Enfin, je ne sais pas comment on dit en français, mais il faut que ce soit suivi des faits. Et ça marche bien. Mais après, on pourrait, toi et moi, on serait d'accord pour expliquer comment ça déraille. Ouais. Mais je vais essayer d'être positif. D'abord, juste avant moi ce matin, Valérie Masson-Delmotte a fait sa présentation. J'ai appris avec bonheur qu'elle avait parlé 20 minutes, puis qu'elle vous avait laissé parler et répondre à vos questions. C'est ça qu'il faut faire. Pas comme moi j'ai fait là. Non, engager une délibération, mobiliser nos connaissances, nos valeurs, nos interrogations. C'est ce qu'elle a fait. Et donc ça existe. La conférence citoyenne sur le climat, ça existe. Et puis il y a plein de gens qui court-circuitent nos institutions délibératives parce que ça les ennuie, parce que ça les dérange, parce qu'ils sont des perdants du changement. Il faut arriver à en parler aussi, quoi. Mais peut-être pas dans ce dispositif-ci, parce que je pense que nous avons des convictions politiques variées et qu'on ne peut pas faire des paquets clivants ici, quoi. On peut le faire là, dans la salle de lutte, il y a un endroit où on peut jouer au basket, là. Mais c'est pas... Voilà. Je ne sais pas si je réponds à ta question, c'est une question qui me met mal à l'aise, parce que, tu vois, j'ai connu beaucoup de collègues qui tenaient, aujourd'hui ça change un peu, le discours que seule la Chine arriverait à faire la transition écologique, parce que la Chine, les gens considèrent, connaît un sérieux déficit démocratique. Et donc il suffit de dire pour que ce soit fait. Et j'ai ça, tu sais que je travaille au Vietnam, ou je ne sais pas si tu sais, mais quand on veut faire 100 000 panneaux solaires, on fait 100 000 panneaux solaires, quoi. Hein. Et chez nous, quand on fait 10 panneaux solaires, c'est prise de tête. Donc on pourrait s'imaginer que la délibération n'est plus d'actualité face à l'urgence climatique. Mais moi, je ne peux pas. Moi, j'ai grandi dans l'éthique de la discussion. Donc j'ai aussi un agenda, moi, quand je fais ça. C'est que voilà. Je ne sais pas si ce que j'ai répondu a le moindre sens par rapport à ta question, mais c'est ce que ça m'a inspiré. La Chine ne fait pas sa transition. Il y a 10 ans, on pensait qu'elle le ferait. Mais j'ai rien contre la Chine, hein, ni contre personne d'ailleurs. Bonjour, moi je me demande ce qui vous motive en tant que chercheur. Du coup, là on veut voir un peu Tristoun et tout. Je me demande qu'est-ce qui vous fait continuer vos recherches et enseigner. C'est vraiment compliqué de ne pas avoir une réponse langue de bois. Je pense que ce qui me fait vraiment continuer mes recherches, c'est que j'en tire un plaisir, je vais me mettre à pleurer, phénoménal. Voilà. Alors c'est super égoïste ma réponse, il ne faut pas charrier, mais une partie du plaisir que j'en tire, c'est l'autosatisfaction béni oui-oui de faire de la recherche dans un domaine qui est plein de bons sentiments positifs. Et je dis en me moquant de moi, hein, je me moque de personne d'autre, quoi. Donc c'est vraiment compliqué, mais ce que je sais, c'est que j'ai vraiment, et mes collègues en majorité ont vraiment le sentiment d'être incroyablement privilégiés par le plaisir qu'ils retirent de leur métier. Voilà. Ça t'aide pas beaucoup parce que c'est purement une réponse au niveau personnel. Après, c'est quand même vachement plus chouette de faire un métier où on porte des idées positives plutôt que des idées négatives. Mais on a besoin d'idées négatives, hein. C'est comme si tout le monde est gentil, ça ne marche pas. Donc voilà. Ma réponse n'est pas fameuse. Mais ce qui est sûr, c'est que j'aime mon métier. Léonore, tu as... Et je partage ce plaisir. Hein. Il y a plein de jeunes qui cherchent avec moi. Hein. Je ne suis pas là tout seul à faire mes trucs, je partage. Quand même.